Mais moi, j'ai faim. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Il faut qu'on parle sérieusement, Ernest. Tu peux pas manger. On va peut-être parler un petit peu de la façon dont le projet d'adapter Ernest et Célestine pour le cinéma s'est construit. Je crois que c'était toi, Benjamin, qui disais au début effectivement que Didier Brunner connaissait les albums d'Ernest et Célestine. Il y a une vingtaine d'albums qui ont été réalisés, qui ont été faits dans les années 80-90. 86 et 80 et 2000. Et 2000. Et alors j'ai vu que Gabrielle Vincent, qui était une artiste bruxelloise, ne voulait absolument pas entendre parler de son vivant d'une quelconque adaptation pour la télévision ou pour le cinéma de ses albums. J'avais essayé de l'approcher avant qu'elle décède, et effectivement elle avait refusé systématiquement l'adaptation pour le cinéma, pour la télé. Je crois qu'elle avait été échaudée, elle avait été approchée déjà par d'autres producteurs qui avaient proposé des séquences qu'ils avaient mis en animation et qui lui avaient fort déplu. Et en plus, elle avait une défiance chronique pour tout ce qui était audiovisuel et cinéma. Donc qu'est-ce qui a été le moment, le déclic? Le déclic, ça a été qu'en 2008, j'ai appris que l'éditeur Casterman avait proposé à un ami producteur d'adapter la série, d'adapter ses livres pour la télévision. Et cet ami producteur m'a appelé en me disant moi je ne vois pas très bien comment on peut adapter ça pour la télévision. Est-ce que toi ça t'intéresse de prendre les droits pour le cinéma? J'ai sauté sur l'occasion et j'ai rencontré les héritiers qui sont les neveux de Gabrielle Vincent et qui eux se sont laissés convaincre. Alors avant la rencontre avec Benjamin Renner, il y a eu tout d'abord cette proposition qui a été faite de développement des dialogues, de l'écriture proprement dite à Daniel Pénac. Ah oui, une fois qu'on avait les droits, on s'est posé la question de savoir comment adapter ces petits livres qui sont des petites tranches de vie et qui ne constituent pas une histoire suffisamment riche et suffisamment avec des enjeux forts pour que ça puisse devenir une œuvre unitaire, un film. Donc il fallait que je trouve un auteur, un scénario, et je venais de terminer Cabo Caboche de Daniel, et j'ai comme ça eu une espèce d'illumination en me disant pourquoi pas proposer à Daniel. J'ai appelé Daniel, j'ai eu son téléphone portable assez facilement, je l'ai appelé. Et lui s'est étonné que je lui demande pourquoi je m'adressais à lui, parce qu'il m'a révélé à ce moment-là qu'il avait entretenu une relation épistolaire pendant plus de 10 ans avec Gabrielle Vincent, à partir de son livre Cabo Caboche, parce qu'il avait eu en main Un jour un chien, un des petits livres illustrés que je vous conseille de retrouver en librairie ou en bibliothèque, parce que c'est une merveille. Et il avait donc eu ce livre, et comme il avait été vraiment séduit par ce petit livre, il a envoyé son livre Cabo Caboche à Gabrielle Vincent, et ils ont entamé une relation épistolaire. Ils se sont absolument jamais rencontrés, et à un moment, elle lui a envoyé, je crois, un dessin original, je crois, soit d'Ernest et Célestine, soit de l'un de ses voyages dans le désert, parce qu'elle a fait beaucoup d'études avec les Touaregs dans les voyages qu'elle faisait au sud du Maroc. Et Daniel lui a révélé qu'il l'avait encadré chez lui, et elle s'est fâchée en disant qu'elle ne lui avait pas envoyé pour ça. Elle était un peu vive de caractère, on va dire. Et du coup, voilà, leur relation a cessé brusquement, et ils se sont jamais rencontrés. Donc ça, c'était Ça, c'est l'anecdote. C'était surtout la première phase pour ce qui est de l'écriture du film, et la rencontre donc avec Benjamin Renner, qui a fait l'école de la Poudrière, avec un court-métrage qui avait eu un très très bel accueil, la queue de la souris. C'est ça qui a été aussi J'avais vu le court-métrage, j'avais en tête de trouver un talent un peu non conforme, un jeune talent qui n'aurait pas en tête des choses trop formatées. Donc j'ai appelé plusieurs directeurs d'école, et j'ai appelé entre autres Yannick Teninge qui m'a indiqué 2-3 réalisateurs,
j'ai pris contact avec Benjamin, et la seule chose dont je me souviens vraiment, c'est que les premières, au lieu de me répondre en me disant oui ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, il m'a envoyé des petits croquis animés d'Ernest et Célestine. Oui, tu as dit que ça t'intéressait, mais tu m'as aussi envoyé dans les 48 heures des petits croquis animés d'Ernest et Célestine. Mais à ce stade, il ne s'agissait pas du tout de lui confier la réalisation, ou c'était déjà... Moi, je pensais déjà lui confier la réalisation, mais lui avait beaucoup de réticence dans la mesure où je peux le comprendre. Il sortait de l'école et il avait fait en tout et pour tout un court-métrage tout seul avec sa palette et son ordinateur. Donc c'était effectivement un peu casse-gueule pour lui et même pour nous, de toute façon. Et toi, Benjamin, tu connaissais ces albums de Gabriel Vincent? Je les ai découverts au moment où j'ai rencontré Didier, en fait. D'accord. Donc quand on s'est rencontrés, il m'a montré les albums. Moi, je suis immédiatement allé à la FNAC pour en acheter plein d'autres. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Enfin bon, bref, j'ai acheté d'autres albums de Gabriel Vincent pour découvrir son univers, son trait. Le premier que j'ai lu, c'était La naissance de Célestine. Enfin, que c'est celui qui m'avait le plus attiré l'œil. Et j'ai commencé à le feuilleter. Et immédiatement, j'ai commencé à faire des petites animes le soir même que j'ai envoyé le lendemain. Enfin, peut-être pas le lendemain, parce que ça a pris un peu plus de temps, mais bon, enfin, moi, je les ai envoyés très peu de temps après. Et on est retourné, et puis voilà, j'ai commencé à bosser sur le projet comme ça. Et petit à petit, Benjamin a pris sa place, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un pilote, parce qu'il fallait qu'on trouve le style du film, la concordance avec l'œuvre de Gabriel Vincent. Il ne s'agissait pas de leur affaire à l'identique, il fallait trouver une adaptation intelligente, maligne. Et donc on a fait un petit pilote dont la réalisation n'a pas été confiée à Benjamin parce qu'il ne voulait pas, il voulait être simplement directeur artistique et chef animateur sur le pilote, qui a été confié à Grégoire Sivan, qui est un talentueux réalisateur aussi. Et à la fin du pilote, Grégoire est venu me voir, il m'a dit franchement, faut que ce soit avec Benjamin qui réalise parce que c'est pas mon truc, j'ai pas dans la main et dans le style et dans la tête ce qu'a Benjamin pour faire Ernest et Célestine. Et il m'a complètement décidé à convaincre Benjamin. Et Benjamin est revenu. Donc Benjamin a accepté avec une condition, c'est de pouvoir être aidé par deux réalisateurs un petit peu plus expérimentés et chevronnés. J'avais pas demandé deux, j'avais demandé un seul. Mais comme il fonctionne en binôme, voilà, mais comme voilà, c'est Patard et Aubier. Patard et Aubier fonctionnent en binôme. On a réussi à créer ce petit noyau de réalisateurs, piloté quand même depuis le début jusqu'à la fin par Benjamin, mais où c'est vrai que Vincent Patard et Stéphane Aubier ont amené une petite touche d'humour belge. Oui, mais par contre, on n'est pas du tout dans le même type d'animation, dans les mêmes matières, donc ce choix, il paraissait pas évident dans un premier temps, si ce n'est par rapport à justement cette belgitude à laquelle vous faites référence, cet humour belge, mais il y avait quand même un réel décalage pour ceux qui ont vu Pic André et Panique au village. Là, on est sur quelque chose de plus épuré, sur des traits qui ne sont pas finis. Enfin, l'univers qui est celui de Gabriel Vincent est quand même très très loin de celui de Patard et Aubier. C'est ça qui vous intéressait aussi? Moi, je pense que ce qui était intéressant, c'était justement de prendre deux réalisateurs qui étaient totalement décalés par rapport à cet univers et qui pouvaient apporter quelque chose qui était le supplément de non-conformisme dont on avait besoin pour rejoindre l'esprit et l'univers de Gabriel Vincent. Et puis, en ce qui concerne la maîtrise graphique et la création graphique, Benjamin a pris ça à bras-le-corps. Je pense que 80% du film sont vraiment issus de l'imagination et du projet de mise en scène de Benjamin, mais que c'est vrai que Patard et Aubier ont amené ces petits moments de décalage, ces ellipses quelque part dans le scénario, enfin dans le storyboard. Enfin, Benjamin peut mieux en parler que moi parce que c'est lui qui a travaillé avec eux, mais en plus la collaboration s'est vraiment bien passée, ça a été un peu fusionnel entre vous. Avec qui? Avec toi. Ah oui. Patard et Aubier. Ne reste pas dans l'ombre, mais toi. Non, ouais.
En fait, j'en profite justement parce qu'on parle du côté artistique pour dire qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe qui sont dans la salle, donc je vous propose de les applaudir aussi parce qu'ils ont fait un boulot assez extraordinaire. Votre échange, je vais les pointer du doigt, il y a Patrick Armella qui est là-bas, il y a Marisa Isik, il y a Sid qui est là, il y a Marisa qui est là-bas, qui ont fait les décors en fait, du film, c'est eux qui ont inventé tout l'univers graphique du film. Il y a Céline qui est cachée là-bas, qui a fait tout le design des personnages du film aussi. Donc voilà, j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort pour tout ça. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à la... Il y a des décorateurs, je vois des animateurs, enfin, il y a beaucoup de monde là qui est dans la salle, mais si je commence à les citer un par un, ça va devenir un peu long, je crois. Mais de toute façon, on le sait, pour faire un film d'animation, que ce soit un format court, mais encore plus sur le format long, c'est évidemment des dizaines et des dizaines de personnes qui sont mobilisées à toutes les étapes. En fait, c'est moi qui ai tout fait. On en vient à ça, à cette conclusion. Non, mais c'était ça aussi qui pouvait être, je dirais, un peu déstabilisant sur... Ouais, c'était la responsabilité de prendre en charge toute une équipe artistique, mais il se trouve que justement, comme je disais, j'étais très réticent à prendre en charge le film, de par le fait que j'avais très peu d'expérience dedans. Et surtout, je sortais d'école, en fait, quand Didier me proposait de réaliser le film, avec tout le respect que je lui dois, je le prenais un peu pour un fou, parce que je disais, mais je sors d'école, Didier, je suis incapable de faire ça. Et puis il a su me convaincre en fait de la possibilité. Puis surtout il m'a laissé prendre, il m'a laissé avoir l'équipe artistique en fait qu'il fallait pour le film. Donc on a pu ensemble justement avec cette équipe créer tout l'univers graphique et surtout il y avait une émulation qui était tellement forte par rapport au projet justement artistiquement de ce qu'on voulait obtenir qu'il y avait aussi tout un enthousiasme très fort qui nous encourageait à faire ça. Et je remercie d'ailleurs Didier de nous avoir laissé aller complètement dans la direction qu'on voulait par rapport au projet. Alors, ce qui était important, c'est que Benjamin, une fois que l'équipe était constituée de réalisation, a su s'entourer des artistes qui, eux, étaient suffisamment talentueux, expérimentés pour le seconder de façon virtuose. Et c'est allé depuis le chef animateur, les décorateurs, les créateurs de personnages, le musicien, Vincent Pessoir, que Benjamin a aussi, sur plusieurs propositions, choisi définitivement. Et on peut dire aussi un peu les acteurs. Un petit peu. Ouais, un petit peu beaucoup. Un petit peu. Il a su bien s'entourer. Je pense que vous avez envie d'avoir un retour aussi du public. Il y a des micros qui sont à votre disposition de chaque côté. Voilà, pour ceux qui souhaitent réagir. Bravo. Quelqu'un tout en haut? Tout en haut, tout en haut. En fait, j'ai dit des micros, mais il y a juste un micro, c'est ça? Bonjour. En fait, j'ai vu au générique, donc il y avait beaucoup de studios différents qui ont travaillé sur ce film. Je voulais savoir quelle était votre expérience par rapport à ça. J'imagine que ça a peut-être demandé beaucoup d'allers-retours, je ne sais pas. Et aussi s'il y avait des avantages justement à avoir différentes influences. Je me demande. C'est à moi que vous posez la question. Pour les influences, oui, forcément, il faut en avoir le plus possible, je pense. Oui, donc pour répondre à celle-là, oui. Et la première, au sujet des studios, c'est... Et si oui, c'est lesquels? On a eu de grosses influences par rapport au studio au Ghibli, même le cinéma japonais de manière générale. On s'est beaucoup référencé à leur manière d'animer qui est très... justement dans la pose, pas forcément chercher une animation fluide, mais vraiment être très efficace. Après, on avait aussi narrativement beaucoup de références avec Vincent et Stéphane. Moi, je regardais beaucoup de films, de films japonais aussi. Par exemple, la relation entre Ernest et Célestine, elle est très référencée à un film qui s'appelle L'été de Kikujiro. De Kitano. Ouais, de Kitano, justement, qui est une relation entre une espèce de... entre Kitano et un petit enfant qui se retrouve à devoir s'occuper de lui. Donc voilà, un adulte et un enfant qui sont un peu deux enfants qui jouent ensemble. Après, c'est très, très large, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup même de références au sein du film, il y a des petites choses cachées à droite à gauche.
Donc voilà, après c'est aussi la référence un peu de toute l'équipe artistique aussi qui participait au projet. Même pour les décors, on s'est forcément référencé à Gabriel Vincent pour le film. Mais je pense que, moi je sais que dans le bureau de Marisa Hezig, il y avait beaucoup de tableaux, de dessins, de photos qui nous servaient à faire les décors pour les compositions. Et c'était très très large, il n'y avait pas du tout de... Il n'y avait aucune limite quoi, par rapport à si ça nous plaisait, que ça avait un lien avec le projet, on en profitait. Quoi. J'avais lu d'ailleurs que pour Pénac, c'était par rapport à cette idée de décor et en particulier du monde souterrain, celui des souris, il avait pensé énormément à Paris, ce côté gruyère parisien. Ah oui, évidemment, c'était sa référence, c'était le côté gruyère parisien. Il y a eu pas mal de petits débats avec lui sur le monde souterrain parce qu'il avait une vision qui lui était propre. Et du coup, le monde souterrain, il est à la fois pénacien, mais il est quand même, il a été largement imaginé par Zik et Marisa. Et la première question, c'était sur les studios, c'est ça? Oui. En fait, il se trouve que nous, on a eu la grande chance de pouvoir faire une grande partie du film sur Paris, dans un seul et même studio. Toute l'animation que vous avez pu voir dans le film a été faite sur Paris avec des animateurs parisiens, enfin des animateurs qui habitaient dans la région. Et ça a été une grande chance parce que ça nous a permis vraiment d'avoir un parti pré-artistique très fort et de pouvoir contrôler au mieux l'animation. Après, on a essayé de faire la répartition la plus intelligente possible par rapport au... Donc les décors ont été faits au Luxembourg en partie. Il y a un effet d'aquarelle qui a été fait... L'effet aquarelle que vous pouvez voir sur les personnages a été fait en Belgique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait dans ce film? Bon, il y a eu plein de choses de faites un peu à droite à gauche, mais les trois pays principaux ont été la Belgique, le Luxembourg et Paris, donc ça nous a quand même permis de rester dans enfin, voilà, pas trop voyager, quoi. Voilà. Bonjour. J'ai cru comprendre que Gabriel Vincent ne souhaitait pas de voir traduit en cinéma ses albums. Ça vous a pas gêné de le faire tout de suite après sa mort? Moi, beaucoup, ouais. Et pourquoi donc vous avez accepté de le faire? Alors en fait, le fait est que j'ai appris, pas forcément immédiatement, que Gabriel Vincent était contre l'idée de faire un film. Il se trouve qu'on a beaucoup... déjà, la demande venait de la famille de Gabriel Vincent, d'adapter... donc le neveu de Gabriel Vincent, en fait. Oui, je sais, mais je continue en fait ma réponse. Donc, je disais donc que la famille venait la famille demandait donc à faire un projet sur Ernest et Célestine. Et la demande avait été faite... en fait, Gabriel Vincent avait demandé à son neveu de continuer à faire vivre son œuvre d'Ernest et Célestine. Donc en fait, moi quand je suis arrivé sur le projet, je savais que Didier, lui, avait l'intention d'en faire un film, pas forcément dans une logique d'adaptation, mais plus d'hommage à Gabriel Vincent. Donc, comment dire Hommage. Ouais, c'est ça, en fait un film hommage à Gabriel Vincent. Donc si vous voulez, le principe n'était pas vraiment dans... On s'est beaucoup documenté, on s'est beaucoup référencé, on a rencontré la famille. On a aussi, moi j'ai beaucoup demandé à l'entourage, on a beaucoup rencontré l'entourage de Gabriel Vincent, notamment ses amis, pour essayer de comprendre ce qui ne lui avait pas plu et comment on devait aborder le projet en fait, d'Ernest et Célestine pour au mieux rendre hommage et pas être dans une logique d'adaptation. C'est-à-dire que déjà de base, il n'y avait pas une logique de faire le film pour faire pour assassiner l'œuvre, quoi. Je sais pas, c'était pas une logique d'argent ou de choses comme ça. C'était vraiment une logique d'hommage. Et ce que je donne souvent comme comparaison, c'est que c'est comme si on avait fait un dessin en hommage à Gabriel Vincent. C'est-à-dire que le but, il est plus de faire... le film, moi je le vois vraiment comme une porte ouverte vers l'œuvre de Gabriel Vincent, plus comme une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une indépendance par rapport au livre qui est marquée, et qui sert justement, le livre se veut comme une évolution. On part d'un monde justement qui est très pénacien, qui va évoluer vers le monde de Gabriel Vincent, vers les livres de Gabriel Vincent, puisque le film se termine, le dernier dessin que vous pouvez voir, c'est un dessin de Gabriel Vincent. Et donc c'était vraiment cette logique-là, c'était vraiment une logique de rendre hommage à Gabriel Vincent sans chercher à l'adapter à tout prix dans un mimétisme qui lui aurait pas rendu hommage justement. Donc je sais pas si je suis très clair parce que je dis beaucoup de mots, et ils n'ont pas forcément beaucoup de sens, mais enfin voilà, donc si vous voulez, il n'y avait pas vraiment... moi j'avais un gros a priori par rapport à ça, et en fait il faut savoir aussi qu'il y avait une émulation qui était tellement forte par rapport
à l'idée d'adapter ces livres en animation. C'est-à-dire que l'équipe artistique était tellement enthousiaste justement de pouvoir prendre ces dessins et essayer de les mettre à l'écran visuellement, que ça a aussi beaucoup aidé à donner corps à cet objet justement et à lui donner une âme par rapport à l'œuvre de Gabriel Vincent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film va servir justement, je voulais en parler peut-être pas tout de suite, mais il se trouve qu'à côté de Charleroi, il y a une maison qui regroupe plus de 1000 œuvres de Gabriel Vincent qui sont absolument inconnues du grand public. Et la famille de Gabriel Vincent, justement, cherche à essayer de révéler toutes ces œuvres au grand public, à tout le monde, par des expositions, par de nombreuses choses. Et on espère que le film va justement servir à ça, c'est-à-dire qu'il va servir à donner assez d'appels, interpeller le public justement pour donner envie d'en voir plus par rapport à Gabriel Vincent. Nous, ce qu'on veut surtout pas, par contre, c'est que le film prenne le devant par rapport à Ernest et Célestine, c'est-à-dire que Ernest et Célestine deviennent Ernest et Célestine pour masquer les livres. C'est le contraire ce qu'on veut faire, c'est vraiment que le film serve à mettre en avant Gabriel Vincent et son œuvre. Je sais pas si j'ai répondu à la question, en partie. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que son refus à l'époque de voir toute adaptation correspondait aussi à un moment de l'industrie de l'animation qui débutait, qui balbutiait à la télévision, et où on voyait des choses qui n'étaient pas forcément toujours gratifiantes pour l'animation, et qui étaient pour elle très éloignées de ce qu'elle voulait faire avec ses livres, c'est-à-dire susciter l'imaginaire des enfants, leur curiosité. Pour elle, la télévision, c'était justement à l'envers de tout ça, c'est-à-dire que c'était une sorte de matraquage intellectuel qui ne lui convenait pas et dont elle se défiait énormément. Moi, je pense que si on avait eu l'opportunité de la rencontrer, s'il n'y avait pas eu quelques mauvaises expériences qu'elle a connues avant qu'on essaye de la convaincre, je pense qu'on avait de bonnes chances avec un projet comme celui-là de la séduire. Je ne crois pas qu'il y ait eu... Ça, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais il faut savoir aussi la famille nous a dit justement après le film qu'ils ont retrouvé un carton apparemment justement dans l'œuvre de Gabriel Vincent, là où était stocké l'œuvre de Gabriel Vincent, sur lequel il était écrit « Et si jamais un film, 3 petits points », dans lequel elle avait apparemment prévu d'envisager une adaptation cinématographique. J'en sais pas plus, je suis très curieux de voir justement ces dessins si jamais j'ai l'occasion de les voir un jour. Mais disons qu'elle n'était pas contre, j'ai aussi appris de par une amie qu'elle n'avait pas l'intention d'en faire un film aussi, parce qu'elle avait peur qu'on arrondisse tout, qu'on fasse... c'est une amie qui nous racontait ça, qu'elle ne voulait pas adapter parce qu'elle ne voulait pas que ça devienne... qu'on casse son dessin. Et le film se veut justement... il se veut, après je ne sais pas s'il aboutit à ça, mais il se veut vraiment comme un hommage du dessin, et un hommage justement à sa passion, quoi. Donc voilà. Après, je ne pourrai jamais répondre entièrement à cette question, forcément le spectateur se fait son avis lui-même, mais disons que nos intentions étaient pures. Il y a une question, je crois, par ici. Oui, moi je voulais que vous nous parliez du rendu de vos images. Je voulais que vous nous parliez du rendu de vos images, parce que vous avez un rendu qui est très traditionnel dedans, et je voulais savoir un peu comment elles étaient faites. Voilà. Alors les décors ont été faits à l'aquarelle, c'est-à-dire sur papier, voilà. Et l'animation a été faite sur Flash, sur le logiciel Flash. Les couleurs également, sauf que les couleurs ont été... il y a eu un traitement fait sur ordinateur pour qu'elles aient un grain aquarelle suffisant à ce que l'animation s'intègre sur les décors en aquarelle. Voilà. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la collaboration pour la musique? Vous avez dit que c'était fait pas mal en amont, comment ça s'est passé? Merci. Alors, pour la musique, moi j'ai eu vraiment la chance, comme je disais tout à l'heure, d'arriver assez tôt, c'est-à-dire, ça a commencé, on m'a dit, en fait, c'est Emmanuel Delétang, qui est mon producteur pour la musique, qui m'a dit, bah voilà, écoute, il y a peut-être une possibilité de travailler sur Ernest et Célestine. Donc moi, évidemment, je connaissais évidemment déjà pour avoir lu les livres à ma fille. Et immédiatement, en fait, mais je crois vraiment que j'ai raccroché mon téléphone, je me suis mis au piano, et tout de suite, le thème principal m'est arrivé dans la tête, immédiatement. Et puis après, finalement, Benjamin a décidé de travailler avec moi.
Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que je ne suis pas arrivé à la fin du montage, je suis arrivé bien avant. Et c'est vrai que les premiers dessins que j'ai vus, c'était vraiment de l'animatique, c'était du brouillon, vraiment noir et blanc griffonné, avec des personnages qui bougent super mal et tout ça. Non, avec des personnages qui bougeaient hyper bien, tout ça. Non, c'était un peu, il fallait avoir un peu d'imagination, tout ça, mais je suis arrivé à ce moment-là. Et par contre, ce qui était vraiment génial, c'est qu'à chaque fois que les scènes arrivaient, les nouveaux dessins, les nouvelles images, au fur et à mesure, je voyais de nouvelles choses arriver et je faisais coïncider la musique. Voilà. Il y a vraiment eu un travail qui a été fait sur toute une période qui correspondait grosso modo à il y a un an et demi ou un an. Et puis aussi, il y avait une expérience assez intéressante que je n'avais pas encore vécue, c'est qu'on me demande de la musique avant même d'avoir le dessin. Il y avait 3 scènes, notamment 3 scènes, dont la chanson qui est chantée par Robert Wilson, qui est la chanson d'Ernest quand il fait la manche. Bah ça, en fait, on a fait la musique avant, et après, l'animation a été faite à partir de là. Et voilà, ça c'était assez. Je crois que c'est effectivement un parti pris assez rare quand même, non, dans toutes vos expériences, Didier Brunner, de production, et Dieu sait qu'elles font référence, puisque vous avez fait tous les Kirikou de Michel Oslo, les films de Sylvain Chaumette. Vous aviez déjà travaillé de cette façon, c'est-à-dire que la musique devient quand même moteur de l'écriture, d'un développement du récit? Pour Michel, moins. Pour Sylvain Chaumet, oui, la musique était un moteur de triplette, puisqu'il c'était un film sans parole et qu'il avait beaucoup pensé à la musique avant, entre autres la fameuse séquence de la traversée de l'Atlantique. Là, il avait vraiment pensé à Bach dès le début. Et puis, les scènes chantées dans les triplettes avaient été préenregistrées, évidemment, tout a été animé dessus. Donc on a fait déjà utiliser cette démarche dans les films. Là, il y avait 3 séquences qui étaient faites. Il y avait aussi l'hiver-printemps. L'hiver et le printemps, la très belle séquence de l'hiver et du printemps, qui a été animée par David Durand, je ne sais pas s'il est ici d'ailleurs. On peut se lever. Moi je suis assez content parce qu'en fait on se connaît pas directement, mais en fait moi quand j'ai commencé à faire la musique, on travaillait avec Benjamin qui faisait sans arrêt les allers-retours à la maison pour dire voilà on va faire ci, on va faire ça, est-ce que c'est mieux comme ci, comme ça. Et sur cette scène-là, l'idée c'était vraiment de faire une musique donc que le passage entre l'hiver et le printemps se fasse de manière le plus naturelle possible, sans qu'on sente trop de rupture, sur une séquence qui est quand même assez courte. Et sans arrêt, il me parlait de l'animateur en me disant mais je sais pas, il faut que je lui montre, est-ce que ça va l'inspirer, est-ce que ceci, je pense que c'est lui qui va être bien pour faire ce truc, voilà, etc. Et puis on est arrivé finalement à un moment donné où Benjamin m'a dit je crois que c'est bon, il va travailler dessus, je crois que ça lui parle, et voilà. Et moi après, c'est vraiment très étonnant, on a l'impression de faire une partition à l'envers, quoi. Et après quand je reçu les images, j'étais vraiment bluffé à dire le gars il a écouté la musique et puis il a fait ça, quoi. C'est une drôle de démarche pour un compositeur, de voir les choses à l'envers comme ça. Et c'est un peu aussi une démarche qui est très originale de la part de Benjamin, c'est d'avoir laissé carte blanche comme ça à un artiste à un moment sur une séquence du film, sur de la musique pour animer un moment de grâce, je dirais, artistique, qui raconte simplement le passage de l'hiver au printemps, qui est une transition mais qui s'intègre parfaitement bien dans le film et dans la dynamique narrative du film. Et l'association donc avec la voix de Thomas Fersen, quelle est la combinaison? À quel moment s'opère? En fait, Thomas il chante la chanson du générique fin, qui est le thème principal, où on s'était dit, je crois, en discutant que c'était pas mal d'avoir finalement tout le générique fin, un regard complètement extérieur, une fois qu'on n'a pas encore entendu dans le film, qui chante cette chanson. Vous avez déjà travaillé ensemble? En fait, non, on se connaissait pas, et en fait, on a travaillé, je crois que c'était un désir justement de Daniel Pénac. C'est Daniel Pénac qui avait demandé à ce que Thomas Fersen écrive les chansons du film. Du coup, il a écrit les paroles. Il trouvait, je crois, que l'univers de Thomas correspondait assez bien au film. Et en fait, on a travaillé sur la chanson d'Ernest. Et c'est pareil, mais il y a beaucoup de choses dans le film qui étaient très étranges parce que c'est beaucoup de choses très naturelles. Et en fait, on s'est appelé avec Thomas. Au départ, on s'est rencontrés, on s'est appelé. Je lui ai dit, moi voilà de quoi ça parle, etc. Il m'a dit, oui, j'ai commencé à écrire. Je lui ai dit, moi aussi. Alors moi je lui ai dit j'ai écrit un truc, c'est une espèce de fausse valse un peu bancale,
Elle m'a dit, ah ouais, bah, moi j'ai écrit un truc, ça fait Ernest, mon petit nom c'est Ernest. Et tout de suite on a fait en visual, c'est Ernest, mon petit nom. Je dis, bah c'est ça, ouais, bah, c'est ce que j'ai écrit en fait. Ah bon, bah c'est bon, voilà. Et en fait, sans même, en fait, on ne peut pas lui dire que j'ai donné la musique, alors que lui m'a donné les paroles, mais il a donné en même temps. Et tout de suite, ça a collé très très vite. Quoi. Qui est-ce qui voulait réagir? Alors, oui, vous, puis ensuite bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre collaboration avec les deux autres réalisateurs belges? Par exemple, est-ce que c'est vous qui les avez choisis et est-ce que leurs suggestions sont limitées à la réalisation ou aussi au scénario? Alors, je les ai pas choisis, c'est-à-dire j'ai pas dit à Didier je veux bosser avec Vincent Patard et Stéphane Ollier. C'est donc Didier qui m'a proposé de bosser avec eux. Donc j'ai dit pourquoi pas, je veux bien les rencontrer, ça peut être marrant. Enfin, j'y allais pas parce que ça allait être marrant, mais je voulais les rencontrer, quoi. Et donc on s'est rencontrés en Belgique, on a eu un premier contact qui était pas froid, mais en fait on est tous les trois très très timides. Et du coup on se parlait à peine, on se regardait à peine, donc on était un peu effrayés. Et puis on s'est dit, bon allez, on va quand même essayer de bosser ensemble. Donc et il se trouve qu'on a commencé à bosser ensemble et... Toi, tu connaissais forcément leur ouais, voilà, est-ce qu'eux avaient déjà vu tes travaux d'études? Je sais pas. Tu sais pas. Peut-être. Vous n'êtes pas posé des questions. Non, mais en tout cas, il y avait un truc, c'est qu'ils aimaient beaucoup la direction artistique qu'on avait pris. Donc déjà, de base, on s'était établi le fait que j'allais m'occuper de la partie artistique et eux allaient plus intervenir sur tout ce qui était narratif. Et en fait, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils étaient vraiment à fond sur tous les partis artistiques qu'on avait pris. Et ils m'encourageaient même à continuer à aller plus loin, tout ça. Donc voilà, passé le moment un peu froid, on a commencé à bosser ensemble. Le moment en fait où ça s'est vraiment débloqué entre nous, c'est qu'on était allé rencontrer une amie de Gabriel Vincent. C'était à la campagne, et en fait il y avait deux ânes qui se baladaient dans un parc, et ils ont commencé à... En fait, il y en avait un qui avait une grosse crête, et il disait ça c'est Tina Turner, il y en avait un autre c'était Ike Turner, et puis ils commençaient à faire leur voix. L'un et l'autre, et c'était hilarant. Moi je ne saurais pas le raconter, donc ça va pas être très drôle, mais c'était vraiment super drôle. Et en fait on a vraiment on a réalisé qu'on avait beaucoup de points communs sur l'humour et sur nos références aussi, ce qui fait que narrativement on s'entendait bien et on avait tous la même exigence, c'est-à-dire qu'on était très exigeants par rapport à l'histoire. On n'était pas du tout dans une logique où on voulait s'imposer les choses, c'est-à-dire s'il y en a un qui disait ça va pas, on reprenait. Et ce qui était agréable avec eux, c'est que c'est des gens qui sont d'accord pour tout remettre en question tout le temps. Donc voilà, c'est bien parce que ça permet vraiment de bosser bien et d'être vraiment content du résultat de ce qu'on a. Donc, voilà. Je dois dire que si on doit parler du travail sur le scénario de Pénac a été singulièrement amélioré par le storyboard, parce que c'était un scénario... Daniel avait écrit une œuvre tout à fait séduisante, mais un petit peu littéraire. Il y avait quelques petites incohérences à corriger, et ben voilà, ce travail il a été fait au storyboard, et donc il y a eu une part de reprise de la dramaturgie par les trois réalisateurs qui a été fondamentale, et qui a été aussi, qui a continué jusqu'à l'étape du montage, que même à l'étape du montage on a encore corrigé la narration du film. Mais non, mais Daniel a fait un excellent boulot. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas été absent de la narration du film. Vous avez apporté votre... voilà. Ce que dit Daniel quand il a présenté le film à Cannes, il a dit « Moi, je leur ai raconté l'histoire et je leur ai dit après, maintenant, à vous de la raconter à votre façon. » Voilà. C'est ce qui s'est passé. Oui. Oui, bonsoir, mais ça va être court et totalement promotionnel. Est-ce que vous avez une date de sortie prévue pour le Canada, que je puisse inviter mes amis? Est-ce que le producteur sait répondre? Non, je ne sais pas répondre. Je sais pas. Et même en France, Studio Canal, la sortie est datée? Ah oui, mais en France, c'est le 12 décembre. 12 décembre. Moi, si vous voulez, je viens avec un DVD au Canada, je peux faire une petite... vous m'invitez, je viens, pas de souci. Comment? Il y a de la place sur mon sofa, c'est bon. D'accord, parfait. Avec les chips, je viens, le guacamole, tout ça, c'est bien.
qu'il y avait d'autres réactions? Oui. Il y a un micro qui arrive. Merci. D'abord, merci, bravo pour ce film. Vous parliez tout à l'heure d'une... À la base, c'était pas forcément un projet cinématographique, c'était un projet télévisuel. Ma question était de savoir si on pouvait, en fait, est-ce qu'il était envisagé par la suite à ce film, très bon film, est-ce que ce projet télévisuel a été complètement abandonné, ou est-ce qu'on peut imaginer une suite sur un projet télévisuel? Pour moi, non. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que le film, il existe. Voilà, il a son rôle, justement, de faire connaître l'œuvre de Gabriel Vincent. Après, voilà, même avec Daniel, dans sa logique de scénario, c'était ça, quoi. C'est un objet qui rend hommage à Gabriel Vincent, ça s'arrête là. Le film n'a pas but de créer un nouveau Ernest et Célestine, il a pour but de pointer du doigt l'œuvre déjà existante. Donc, pour moi, non. Après, Didier, peut-être, je sais pas, mais moi, en tant que réalisateur... Non, moi, je pense que c'est très difficile à adapter pour la télévision, parce que les conditions de fabrication d'une série télé sont pas du tout les mêmes que celles d'un film pour le cinéma, où on peut se permettre un certain nombre d'exigences artistiques, d'aller loin dans la recherche, dans le travail d'accomplissement du film. Et donc je crois que ce serait une hérésie que de vouloir transposer cet univers à la télévision pour une série télé. Donc a priori pour l'instant on n'y pense absolument pas. J'avais une question plus spécifique sur la forme, et notamment sur les partis pris de filmage. Je crois qu'il y a eu une volonté de respecter aussi ce que les albums nous révélaient dans chacune de ces petites histoires, c'est-à-dire de mise à distance, comme ça, toujours des personnages. On ne voit jamais de plongée ou de contre-plongée, on n'est pas sur du gros plan. Ça, c'est quelque chose qui, scrupuleusement, à laquelle toi tu t'es attaché dès le départ, où tu avais un désir qui était un désir refoulé en disant il faut que je reste justement respectueux aussi d'une certaine façon. En fait, le fait aussi, quand j'ai découvert l'œuvre de Gabriel Vincent, c'est que je me retrouvais dedans, justement dans la mise en scène, qui était très... c'est-à-dire qui est mise en avant par l'acting des personnages, pas forcément par les décors, des tentatives de mise en scène qui sont très... C'est-à-dire que tout passe dans l'émotion, du charisme des personnages, des compositions de décors qui sont vraiment conçues autour d'eux. Donc voilà, pour moi, ça allait de sens dans la mise en scène de respecter ces principes-là, dans le film également. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans séquences, des plans très longs. Je crois que pour ce film, on a je crois, 980 plans, alors que je crois que la moyenne est à peu près 1300 pour un film de la même durée. Je crois, hein, je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est supérieur. Donc on a un film qui a justement des plans plus longs que d'habitude. Après c'est des choix de mise en scène. Il y a un travail d'écriture, on le disait au tout début, c'est vrai que ces albums sont faits dans les années 80-90, et en même temps ça nous renvoie à une autre époque que celle des années 90, quand on voit la camionnette de police, les képis, tout cet imaginaire. On est plus dans une référence années 50, 60. Moi je repense aussi à ces albums, il y avait des albums qui ont été réédités depuis sur les grandes villes du monde, Paris, Londres, Le Caire. Est-ce que vous savez par rapport justement à ce qui animait Gabriel Vincent, ce côté très référencé années 50-60, c'est un souvenir, c'est en référence à sa propre, enfin pas à son enfance à elle, puisqu'elle est née en 29 ou en 1930, je crois. En fait, dans l'œuvre de Gabriel Vincent, il y a surtout un côté assez intemporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de date fixée. C'est un peu comme dans Tintin, quoi. C'est-à-dire que, même si Tintin maintenant ça commence à avoir on sent les vieilles voitures, des choses comme ça, mais nous on voulait être dans cette logique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir fixer une date sur le film précisément. Ça pourrait se passer autant en 1960 qu'en 1950, qu'en 1980. Enfin, il n'y a pas vraiment les vieilles voitures. Pas sûr.
Ouais, mais de mon point de vue, c'est... Non, pour moi, les vieilles voitures, c'est plus... Voilà, c'est un peu de la récup, quoi. Enfin, disons que c'est un petit village dans lequel ils ont des petites voitures, mais on voulait pas vraiment fixer le film dans une... Enfin, disons qu'on n'était pas du tout dans une logique de film rétro, quoi. On voulait plutôt se concentrer sur quelque chose qui n'a pas de temporalité précise, quoi. Mais en plus, c'était aussi toujours en référence à la poétique de Gabriel Vincent, qui, c'est vrai, envoie peut-être à l'image d'un Bruxelles plutôt 60s que celui des années 90 ou 80. Donc c'est une Belgique de la chanson de Brel, c'était autant Bruxelles, Bruxelles un peu. Mais c'est vrai par ailleurs, on n'a pas voulu dater le film précisément. Il n'y a pas une volonté d'une reconstitution historique des années 50 ou 60. Je crois que c'est venu comme ça parce que c'est dans l'œuvre de Gabriel Vincent ce style, cette intemporalité datée quand même. Une dernière question? Oui. Bonjour, moi aussi je tenais à vous remercier énormément pour le film, je passe un très bon moment. J'ai une question, je vais vous parler un petit peu du travail avec les acteurs, ce qu'on fait des voix, parce que je l'ai trouvé assez génial, et voilà, juste savoir, connaître un peu ces personnes, et je trouve que c'est un boulot important, et voilà, qui a apporté énormément au film. Alors les voix, donc on a, en fait, je sais pas par quoi commencer, on l'a fait en 2 fois, on a fait l'enregistrement en 2 fois. Il se trouve que pour Ernest, le casting a été difficile, dans le sens où on n'arrivait pas à trouver la voix de l'ours qui correspondait le mieux au personnage. D'une part parce qu'il fallait trouver une voix pour l'ours du film et non pas pour la voix de l'ours dans la bande dessinée. Disons que c'était dans le livre pour enfants, il fallait vraiment lui trouver une identité propre. Et on avait essayé des gros nounours, des grosses voix très nounours, et ça virait tout de suite dans quelque chose d'assez un peu balou, ça ne nous plaisait pas. Et donc là, il y a le directeur de casting qui nous a proposé de prendre Lambert Wilson. Moi, au début, j'étais pas forcément ultra convaincu, et puis on a donc fait un essai avec lui, et en fait, tout de suite, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. On n'a pas été tout de suite, disons qu'il y a eu quand même un travail avant qu'il puisse trouver la personnalité de l'ours, mais ça s'est pas fait du premier coup, c'est-à-dire qu'il a abordé le truc, ça a apporté quelque chose de très intéressant, parce que tout de suite, ça lui donnait un dynamisme qui était très intéressant, et surtout, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai réalisé à quel point cet acteur avait beaucoup de finesse dans son jeu, et qu'il pouvait vraiment apporter beaucoup de nuances dans le rôle d'Ernest. Quelque chose dont on avait besoin, et donc on a enregistré en 2 fois. On a fait une première partie avant d'animer le film, et ensuite on a tout enregistré une fois que le film a été fini, pour pouvoir justement affiner vraiment rentrer dans des petites précisions dans le film. Pour Célestine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on voulait prendre une enfant pour jouer le rôle de Célestine, une enfant de 6-7 ans, de l'âge de Célestine dans le film. Et le fait est qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver une enfant qui jouait juste, notamment parce que le texte de Daniel Pénac est très très compliqué à lire de la part d'une enfant. Souvent les enfants avaient du mal à saisir ce qu'ils étaient en train de dire, il fallait vraiment expliquer, ils se fatiguaient très vite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris Pauline Brunner pour jouer le rôle de Célestine en voix maquette. Donc Pauline Brunner, qui, vous aurez compris, a un lien de parenté avec Didier Brunner. Et donc il se trouve que quand on a commencé à animer, certaines personnes ont commencé à dire qu'il y avait qu'il fallait pas chercher plus loin, en fait, qu'on avait vraiment la voix idéale. Moi, j'ai quand même continué à chercher des enfants pour le rôle de Cécile, parce que j'y tenais beaucoup. Et il se trouve que aucun enfant arrivait à la hauteur du jeu de Pauline, et que Pauline, en fait, avait tellement pris le rôle, et que voilà, il n'était pas nécessaire d'aller plus loin et de chercher plus loin, qu'en fait, l'évidence était là, donc voilà, on a choisi ça. Et pour les autres acteurs, après, ça a été il y a eu beaucoup d'acteurs de doublage, beaucoup, moi, que j'aimais beaucoup. Il y a notamment qui fait juste une toute petite apparition, il y a la voix du chapelier fou dans Alice au pays des merveilles qui demande juste une dent pour manger son nougat.
moi ça m'a fait très plaisir qu'il puisse intervenir sur le film. Il y a aussi la méchante dans Bernard et Bianca qui intervient, c'est la grosse infirmière en fait qui intervient. Donc beaucoup de voix de doublage comme ça, de doubleurs justement un petit peu reconnus on va dire, quoi, qui font les rôles secondaires dans l'ensemble du film. Donc voilà.